L'année était 1941. Dans l'implacable immensité des steppes russes, l'air coupait comme des lames de glace. Le silence oppressant n'était brisé que par le hurlement fantomatique du vent. Un froid qui défiait la raison, qui s'infiltrait dans l'âme avant même de geler la chair. Ce n'était pas un simple hiver, c'était un monstre glacial, une entité vivante qui respirait la neige et exhalait le désespoir. Sous son manteau blanc et mortel, la Wehrmacht allemande, autrefois invincible, la machine de guerre qui avait balayé l'Europe en un clin d'œil, rencontrait son plus redoutable adversaire. Quelques mois auparavant, la confiance allemande était inébranlable. La Blitzkrieg, la guerre éclair, avait déchiré les défenses soviétiques comme du papier. Les chars rugissaient à travers le paysage. L'infanterie avançait sans retenue. Une victoire rapide semblait inévitable. Moscou, la capitale rouge, était perçue comme un prix à portée de main, le point final d'une campagne glorieuse. Les soldats, qui avaient encore la chaleur de l'été et de l'automne en mémoire, croyaient fermement que l'Union soviétique s'effondrerait avant même que l'hiver ne puisse montrer son visage le plus cruel. L'arrogance était palpable. La croyance en la supériorité technologique et tactique était un dogme. Ils étaient les maîtres de la guerre, et rien ne pouvait les arrêter. Mais l'hiver russe ne s'inclinait devant aucun dogme. Il ne respectait ni la Blitzkrieg, ni la supériorité technologique. Il arriva tel un juge impitoyable, transformant le paysage en un enfer blanc où chaque souffle de vent était une sentence de mort. Les températures chutèrent à des niveaux inimaginables, gelant les lubrifiants, paralysant les moteurs et transformant les armes à feu en blocs de métal inutiles. La neige, qui auparavant ne semblait qu'une nuisance, devint une barrière infranchissable, engloutissant les véhicules, ensevelissant les routes. Elle transformait chaque pas en une lutte épuisante contre l'épuisement et la congélation. Le silence qui n'était autrefois que l'immensité était désormais un présage, un écho de la terreur qui approchait. Les soldats allemands, habitués au combat sous des climats tempérés, virent leurs uniformes d'été devenir des pièges mortels, incapables d'offrir la moindre protection contre le froid glacial qui pénétrait jusqu'aux os. Les mains et les pieds gelaient, se transformant en masse gangrenée. Chaque jour, davantage d'hommes succombaient non pas au feu ennemi, mais à la fureur implacable du général hiver. Le moral, autrefois au plus haut, se désintégrait comme de la glace au soleil. Il fut remplacé par un désespoir profond et un sentiment d'impuissance écrasant. Leurs chars, autrefois symboles de puissance et d'avancée, gisaient désormais immobiles, carcasses métalliques prises dans la glace. Leurs canons étaient réduits au silence. Leur artillerie, qui semait auparavant la destruction, était désormais muette, ses mécanismes bloqués par le froid. Le paysage, qui aurait dû être un champ de bataille, devint un vaste cimetière gelé, où la vie était un luxe insoutenable. Chaque respiration était un effort douloureux. Chaque mouvement, une torture. L'odeur de poudre et de mort se mêlait à l'air glacial et raréfié. Le bruit étouffé d'explosions lointaines semblait provenir d'un autre monde, un monde où la guerre avait encore un sens. Pour les Allemands, la réalité était un cauchemar blanc, un abîme gelé qui engloutissait tout, l'espoir, le moral, la vie. Ils étaient acculés, non par une armée visible, mais par la nature elle-même, qui se dressait comme le plus brutal des ennemis. Pourtant, au milieu de ce chaos glacé, un mystère persistait. Tandis que la technologie allemande se délitait face au froid, une arme soviétique défiait la logique, opérant avec une efficacité dévastatrice là où tout le reste échouait. Un lanceur qui, contrairement à tous les autres, ne gelait pas. Son bruit, un sifflement qui annonçait une salve de feu et de destruction, était la dernière chose que beaucoup de soldats allemands entendaient avant d'être consumés par l'enfer qu'ils créaient. Connu sous le nom de « orchestre de Staline » par les soviétiques et comme un héros de la mort par les Allemands, cette arme devint un symbole de résistance et de terreur. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi le Katyusha était le seul lanceur à ne pas geler, tandis que la puissante Wehrmacht voyait ses armes se transformer en ferraille inutile, et pourquoi le son reconnaissable de ses roquettes faisait trembler les Allemands de peur dans l'hiver russe, une peur qui allait au-delà de la simple destruction physique, atteignant l'âme. Préparez-vous à percer le secret de cette machine de guerre légendaire et à comprendre comment l'ingéniosité humaine, dans les conditions les plus extrêmes, peut changer le cours de l'histoire. Si cette histoire vous a glacé le sang et attisé votre curiosité, laissez votre pouce bleu,
partagez avec vos amis et abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun détail de ce voyage épique à travers les champs de bataille gelés de la Seconde Guerre mondiale. Mais avant que l'hiver ne descende avec toute sa fureur, les premiers mois de l'opération Barbarossa dressaient un tout autre tableau. Cet été 1941 vit la Blitzkrieg allemande à son apogée, une symphonie d'acier et de feu qui semblait imparable. Les chars Panzer, de véritables monstres de guerre, rugissaient à travers les plaines et les forêts de l'Union soviétique, avançant comme un rouleau compresseur sur tout ce qu'ils rencontraient. Il semblait que rien ne pourrait arrêter la marche fulgurante de la Wehrmacht. L'infanterie, avec sa discipline de fer et son entraînement impeccable, suivait les blindés, balayant toute résistance qui osait se manifester. La confiance des soldats allemands était stratosphérique, mon ami. Ils voyaient Moscou à l'horizon, à un pas de la conquête. La victoire semblait une certitude inébranlable, un trophée déjà brandi. L'optimisme était tel que certains officiers allemands, éblouis par le succès initial, planifiaient déjà les fêtes de la victoire dans la capitale soviétique. Cette avancée, rapide et brutale, rappelait une équipe de football qui entre sur le terrain pour écraser l'adversaire, certaine que la coupe est déjà sienne. Les lignes de défense soviétiques étaient percées avec une facilité effrayante. La désorganisation de l'armée rouge, prise par surprise, ouvrait la voie à des conquêtes territoriales massives. L'été et l'automne 1941 furent marqués par des victoires écrasantes, des encerclements gigantesques et la capture de centaines de milliers de prisonniers. C'était la machine de guerre nazie opérant à son maximum de puissance, une force apparemment invincible qui balayait tout sur son passage. Mais comme on dit, tout ce qui brille n'est pas or. La situation a basculé d'une manière inattendue. Le calendrier avançait sans pitié. Avec lui, la température chuta. L'automne, qui apportait déjà le signe de jours plus froids, laissa place à un hiver précoce et brutal. Ce ne fut pas seulement un changement de saison. Ce fut un tournant dans le destin de la guerre. Le sol qui était de la terre devint un piège de boue gelée. Puis rapidement, un tapis blanc et profond de neige. Le scénario qui était auparavant celui de l'avancée et de la conquête se transforma en un enfer blanc, un abîme glacé qui commença à engloutir la machine de guerre allemande, morceau par morceau. L'optimisme initial, celui qui faisait rêver les soldats d'une victoire rapide, commença à céder la place au doute, puis à l'inquiétude et finalement à un désespoir profond et paralysant. Les chars qui avançaient avec l'imposante démarche d'éléphants de guerre s'embourbaient dans la neige. Leurs moteurs refusaient de démarrer à cause du froid extrême qui gelait l'huile de lubrification. Les armes, autrefois précises et mortelles, s'enrayaient, leurs mécanismes bloqués par la glace implacable. La logistique, déjà étirée à l'extrême par les vastes territoires conquis, s'effondrait sous le poids de la neige et du froid. Les routes devinrent impraticables. Les convois de ravitaillement, essentiels pour maintenir la ligne de front, parvenaient à peine à avancer. Le général Hiver, comme les soldats apprirent vite à l'appeler, n'était pas une force métaphorique. C'était un adversaire réel, le plus cruel et implacable de tous. Il transformait chaque jour de combat en une bataille pour la survie même. Au cœur de ce conflit brutal, la lutte contre le froid se mêlait à la lutte contre l'ennemi. Les batailles n'étaient plus seulement menées contre les soldats soviétiques, mais contre chaque souffle de vent glacial, chaque flocon de neige qui tombait. Les affrontements devinrent encore plus brutaux et désespérés. Au milieu du blizzard, la visibilité était presque nulle. Des embuscades surgissaient de nulle part, transformant le paysage blanc en une scène de mort instantanée. Le combat au corps à corps, qui était déjà une réalité dans toute guerre, devint encore plus sauvage. Des hommes luttaient dans la neige profonde, leurs armes souvent inutiles, recourant aux baïonnettes et aux crosses de fusil. Le son étouffé des explosions dans la neige était un rappel constant de la proximité de la mort. Le bruit du vent hurlant semblait encore plus menaçant, une lamentation fantomatique qui sapait le moral des hommes. L'air glacial apportait avec lui l'odeur métallique de la poudre fraîchement brûlée, mêlée à l'haleine gelée des soldats et à l'odeur piquante de la peur. Le poids de l'équipement, déjà considérable, devenait insupportable lorsqu'il était recouvert de couches de glace et de neige. Cela transformait chaque mouvement en un effort herculéen. La perspective alternait entre le désespoir croissant des Allemands, qui voyaient leur technologie supérieure échouer face à un ennemi qui semblait immunisé contre le froid, et la résilience obstinée des Soviétiques, qui, habitués au climat, transformaient l'hiver en leur plus grand allié.
Ils connaissaient chaque sentier, chaque cachette. Ils utilisaient l'environnement à leur avantage avec une astuce qui prenait les envahisseurs par surprise. L'impact humain de cette lutte était indescriptible. Les soldats allemands, avec leurs uniformes inadéquats pour l'hiver russe, souffraient de gelures à des niveaux alarmants. Les mains et les pieds devenaient des masses gangrenées, nécessitant des amputations ou conduisant à une mort lente et douloureuse. L'épuisement était constant, aggravé par la malnutrition et le manque de sommeil dans des abris improvisés et glacés. Des blessures simples, qui dans d'autres conditions seraient traitables, devenaient rapidement fatales. Le froid empêchait la cicatrisation et augmentait le risque d'infection. La perte de camarades, non seulement par le feu ennemi, mais par le froid impitoyable, rongeait le moral et la raison des hommes. C'était une souffrance qui allait au-delà du champ de bataille, atteignant l'âme de chacun. Et il n'y avait pas que les soldats. La lutte pour la survie s'étendait aux civils, qui affrontaient également la cruauté de l'hiver et de la guerre. Des villages entiers étaient rayés de la carte, leurs maisons incendiées, laissant des familles sans abri au milieu de la neige. La faim était une compagne constante. De nombreux civils, surtout les personnes âgées et les enfants, succombaient au froid et à la famine. Le paysage se transformait en un décor post-apocalyptique, avec des villes réduites à des décombres sous un manteau blanc et silencieux. Des champs de bataille où des corps gelés se mêlaient à la neige comme des sculptures macabres. Des rivières qui, au lieu d'être des barrières, devenaient des routes de glace, ou des pièges mortels pour ceux qui tentaient de traverser. C'était un spectacle de désolation et d'horreur, une sombre peinture de la capacité humaine de destruction amplifiée par la fureur de la nature. Mais, au milieu de ce paysage de mort, la fureur de la nature ne se contentait pas de faucher des vies humaines. Elle attaquait aussi l'acier, le moteur, l'engrenage, qui faisait avancer la machine de guerre allemande. Les huiles, autrefois fluides et vitales, se transformaient en gélatine, puis en blocs solides à l'intérieur des moteurs des chars et des camions. C'était comme essayer de démarrer sa voiture au pôle Nord avec de l'huile de cuisine. Impossible. Les panzers, qui semblaient auparavant indestructibles, étaient désormais des géants endormis, carcasses métalliques prises dans la glace. Leurs chenilles étaient immobiles. Leurs tourelles pointaient vers le néant, comme des monuments à l'arrogance qui les avait menés jusqu'ici. L'artillerie, la colonne vertébrale de toute attaque, se transformait en ferraille gelée. Les mécanismes internes, les ressorts, les percuteurs, tout refusait de fonctionner, bloqué par une couche invisible mais implacable de glace. Imaginez la frustration, la rage impuissante d'un soldat qui voit son arme, sa seule défense, devenir un poids mort, une blague cruelle de l'hiver. La même chose se produisait avec les mitrailleuses, les fusils, même les pistolets. Les lubrifiants spéciaux développés pour les climats européens étaient inutiles contre le froid russe qui atteignait $40 ext, $50 ext. C'était un isolement brutal, un piège parfait où la technologie qui aurait dû être le salut devenait le plus grand fardeau. La lutte pour la survie des soldats allemands s'intensifiait à chaque minute. Ce n'était plus seulement l'ennemi soviétique, mais l'environnement lui-même qui devenait un bourreau impitoyable. La faim, auparavant un problème logistique, se transformait en un tourment quotidien. Les rations gelaient, ou n'arrivaient tout simplement pas. La dysenterie et d'autres maladies se propageaient comme des épidémies au milieu des conditions insalubres. Le froid empêchait toute guérison. Les tranchées, qui auraient dû offrir un abri, se transformaient en sépultures glacées où les hommes s'entassaient, essayant de se voler un peu de chaleur les uns aux autres en attendant la faim qui semblait inéluctable. Beaucoup fermaient les yeux et ne les ouvraient plus jamais, succombant au froid sans un seul tir. D'autres, avec les membres gelés, voyaient la gangrène progresser, sachant que la seule guérison serait une amputation effectuée dans des conditions précaires, s'ils avaient la chance d'atteindre un poste médical. À chaque corps qui était enveloppé dans une couverture blanche et laissé derrière dans la neige, le moral chutait d'un cran supplémentaire. C'était un désespoir que l'on pouvait sentir dans l'air, lourd comme du plomb, froid comme la glace. Et au milieu de cet enfer, la brutalité atteignait des sommets terribles. Le désespoir conduisait à des actes extrêmes. Des soldats allemands, affamés et gelés, commettaient des atrocités contre des civils à la recherche de nourriture ou d'abri, pillant des villages et exécutant ceux qui résistaient. C'était la barbarie nue et crue, le visage le plus sombre de la guerre révélé par la pression insupportable de l'environnement. Mais de l'autre côté, la résistance soviétique se montrait obstinée, résiliente,
Alors que les Allemands échouaient à s'adapter, les Soviétiques, habitués à la rigueur de l'hiver, utilisaient l'ingéniosité et la connaissance de leur propre territoire comme des armes. Ils camouflaient leurs équipements avec de la neige. Ils utilisaient des skis pour se déplacer silencieusement derrière les lignes ennemies. Ils transformaient chaque forêt, chaque monticule de neige, en une forteresse ou un point d'embuscade. C'était comme l'équipe locale jouant sur son propre terrain, connaissant chaque trou, chaque raccourci, tandis que l'adversaire, aussi fort fût-il, patinait sur la glace. La frustration allemande était palpable. Ils voyaient leurs armes défaillir, leurs chars s'arrêter, tandis que l'ennemi, qui aurait dû être inférieur, semblait avoir un avantage inexplicable, une immunité au froid qui les consumait. Ce fut dans ce scénario de désespoir et de paralysie qu'apparut un son, un hurlement sifflant qui devint le héros de la terreur pour les Allemands, un son qui fendait l'air glacial, différent de toute artillerie qu'ils aient jamais entendue. C'était le Katyusha. Pour les Soviétiques, c'était l'orchestre de Staline, une symphonie de feu et d'espoir. Pour les Allemands, c'était la bande sonore de l'enfer. Imaginez, mon cher, vous êtes acculé dans une tranchée, gelant jusqu'aux os, votre arme bloquée. Soudain, vous entendez ce sifflement aigu, un chuintement qui croît en intensité, venant de quelque part dans l'obscurité de la neige. C'est le son des roquettes Katyusha, des dizaines, peut-être des centaines, traversant le ciel nocturne, laissant une traînée de fumée et de terreur. Quelques secondes plus tard, l'impact. Une salve dévastatrice qui transformait le paysage en un enfer de flammes, d'éclats et de cris. Ce n'était pas seulement la destruction physique, c'était la terreur psychologique, l'incertitude d'où il viendrait, l'impossibilité de se défendre contre une pluie de roquettes si rapide et massive. Le son à lui seul était déjà une arme. Il pénétrait l'esprit des soldats, rongeant leur morale, plantant la graine d'une peur profonde. C'était comme entendre le sifflet d'un train venant dans votre direction, sachant qu'il n'y a nulle part où courir. Et ce qui rendait le Katyusha encore plus terrifiant était le mystère autour de son fonctionnement. Comment diable cette arme parvenait-elle à opérer efficacement par un froid extrême alors que tout le reste gelait? Tandis que les canons allemands s'enrayaient, les chars ne démarraient pas et les fusils se bloquaient, les Katyushas rugissaient, lançant leurs charges de mort sans hésitation. C'était comme voir un joueur de football pieds nus marquer un but en bicyclette au milieu d'une tempête, tandis que les adversaires, avec des crampons de dernière génération, glissaient dans la boue. Pour les Allemands, c'était un affront à leur supériorité technologique. Ils se demandaient quel genre de magie noire les Soviétiques utilisaient-ils pour défier les lois de la physique et de l'hiver. C'était une énigme qui rongeait leurs esprits, un facteur qui augmentait encore la panique et la démoralisation. L'arme ne faisait pas que tuer leurs hommes, elle écrasait aussi leur esprit, leur croyance en leur propre invincibilité. Chaque salve de Katyusha n'était pas seulement du feu et de l'explosion. C'était une déclaration que dans cet hiver russe, la nature et les Soviétiques jouaient un jeu différent, avec des règles que les Allemands ne comprenaient pas encore. Et le pire, ils n'avaient pas le temps d'apprendre. La sensation était d'être acculés, chassés par une force invisible et implacable. Les soldats allemands, qui marchaient auparavant avec des airs de conquérants, se voyaient désormais comme des proies, tremblant non seulement de froid, mais de la terreur qu'instillait le son lointain des Katyushas. Il n'y avait pas d'abri sûr contre cet orchestre. Bunkers, tranchées, maisons abandonnées, tout pouvait être pulvérisé en secondes par une pluie de roquettes. À chaque explosion, l'espoir diminuait. La croyance en la victoire s'évanouissait. C'était l'hiver, la faim, les maladies, et par-dessus tout le Katyusha, travaillant ensemble pour démanteler le moral et la capacité de combat de la Wehrmacht. Ce scénario de pur désespoir, d'une machine de guerre qui se délitait sous le poids d'un hiver implacable, prit un contour encore plus sombre. La paralysie de la Wehrmacht n'était pas seulement un échec logistique, c'était une faillite d'ingénierie, un constat que l'arrogance technologique avait un prix trop élevé dans les steppes gelées. Les huiles, graisses et fluides hydrauliques, essentiels au fonctionnement fluide des chars Panzer et des canons d'artillerie, se transformaient en blocs de glace, plus solides que l'acier qu'ils devaient lubrifier. Imaginez, mon camarade, le char le plus moderne de l'époque, un symbole de puissance et d'avancée, devenir un éléphant blanc, immobilisé. Son moteur de dernière génération refusait de faire le moindre bruit. Les systèmes de visée optique, qui garantissaient la précision létale de l'artillerie allemande, s'embuaient et gelaient,
Il transformait les tireurs d'élite en de simples pointeurs dans le noir. Les mécanismes de recul des canons, conçus pour absorber l'impact et permettre des tirs rapides, se bloquaient avec la force d'une étreinte d'ours. Cela rendait chaque tir risqué d'explosion ou, au minimum, exigeant un travail herculéen pour être réarmé. Ce n'était pas seulement le froid qui gelait le métal, c'était la complexité de la technologie allemande, si fièrement développée, qui se révélait être son talon d'Achille. Chaque pièce mobile, chaque minuscule engrenage, chaque lubrifiant liquide devenait un point de défaillance dans un environnement qui ne pardonnait pas. C'était comme avoir une super voiture de course dans la boue, belle, potente, mais complètement inutile. La lutte pour la survie des soldats allemands, déjà un tourment quotidien, s'intensifiait à chaque rafale de vent, à chaque flocon de neige. La faim n'était plus une menace lointaine, c'était une réalité cruelle. Les rations congelées ressemblaient à des pierres. Il y avait l'impossibilité de cuisiner ou de chauffer quoi que ce soit. La dysenterie, la pneumonie et la fièvre typhoïde, qui se propageaient comme un feu de paille, trouvaient des corps affaiblis et sans défense. Elles transformaient chaque tranchée en une morgue à ciel ouvert. Ils s'entassaient, essayant de se voler un peu de chaleur les uns aux autres, leurs uniformes d'été, insuffisants, transformés en linceuls de glace. Beaucoup fermèrent les yeux et ne les ouvraient plus, succombant à un sommeil éternel, sans un seul coup de feu, victimes silencieuses du général hiver. Ceux qui avaient les membres gelés voyaient la gangrène progresser, une tache sombre et putride qui promettait une mort lente et agonisante, ou une amputation réalisée dans des conditions à faire trembler n'importe qui. À chaque corps laissé derrière, enveloppé dans une couverture blanche, le moral chutait d'un cran supplémentaire, entraînant avec lui le dernier vestige d'espoir. Dans ce scénario de désespoir et de barbarie, l'humanité se dénudait. Le désespoir conduisait à des actes extrêmes, mon ami. Des soldats allemands, affamés, gelés et démoralisés, commettaient des atrocités impensables contre des civils, à la recherche de nourriture, d'abri, ou simplement pour extérioriser la rage et la frustration. Des villages étaient pillés, des maisons incendiées. Ceux qui résistaient étaient exécutés avec une brutalité froide, un reflet de l'enfer qu'ils vivaient. C'était le visage le plus sombre de la guerre, révélé par la pression insupportable de l'environnement. Mais tandis que la machine de guerre allemande se démantelait, de l'autre côté, la résistance soviétique se montrait obstinée, résiliente comme la glace elle-même. Habitués à la rigueur de l'hiver, ils utilisaient l'ingéniosité et la connaissance de leur propre territoire comme des armes. Ils camouflaient leurs équipements avec de la neige. Ils utilisaient des skis pour se déplacer silencieusement derrière les lignes ennemies. Ils transformaient chaque forêt, chaque monticule de neige en une forteresse ou un point d'embuscade. C'était comme l'équipe locale jouant sur son propre terrain, connaissant chaque trou, chaque raccourci, tandis que l'adversaire, aussi fort fût-il, patinait sur la glace sans parvenir à se stabiliser. La frustration allemande était palpable, presque physique. Ils voyaient leurs armes défaillir, leurs chars s'arrêter, tandis que l'ennemi qui aurait dû être inférieur semblait avoir un avantage inexplicable, une immunité au froid qui les consumait. Ce fut dans ce scénario de paralysie et de terreur qu'apparut un son, un hurlement sifflant qui devint le héros de la mort pour les Allemands. Un son qui fendait l'air glacial, différent de toute artillerie qu'ils aient jamais entendue. C'était le Katyusha. Pour les Soviétiques, c'était l'orchestre de Staline, une symphonie de feu et d'espoir. Pour les Allemands, c'était la bande sonore de l'enfer. Imaginez un instant, vous êtes acculé dans une tranchée, gelant jusqu'aux os, votre arme bloquée. Soudain, vous entendez ce sifflement aigu, un chuintement qui croît en intensité, venant de quelque part dans l'obscurité de la neige. C'est le son des roquettes Katyusha, des dizaines, peut-être des centaines, traversant le ciel nocturne, laissant une traînée de fumée et de terreur. Quelques secondes plus tard, l'impact. Une salve dévastatrice qui transformait le paysage en un enfer de flammes, d'éclats et de cris. Ce n'était pas seulement la destruction physique, c'était la terreur psychologique, l'incertitude d'où il viendrait, l'impossibilité de se défendre contre une pluie de roquettes si rapide et massive. Le son, à lui seul, était déjà une arme. Il pénétrait l'esprit des soldats, rongeant leur morale, plantant la graine de la peur profonde, une terreur qui allait au-delà de la mort. C'était comme entendre le sifflet d'un train venant dans votre direction, sachant qu'il n'y a nulle part où courir, que la fin est inévitable. Et ce qui rendait le Katyusha encore plus terrifiant était le mystère autour de son fonctionnement.
Comment diable cette arme parvenait-elle à opérer efficacement par un froid extrême alors que tout le reste gelait? Tandis que les canons allemands s'enrayaient, les chars ne démarraient pas et les fusils se bloquaient, les katyushas rugissaient, lançant leurs charges de mort sans hésitation. C'était comme voir un joueur de football pieds nus marquer un but en bicyclette au milieu d'une tempête, tandis que les adversaires, avec des crampons de dernière génération, glissaient dans la boue. Pour les Allemands, cela était un affront à leur supériorité technologique. Ils se demandaient quel genre de magie noire les Soviétiques utilisaient-ils pour défier les lois de la physique et de l'hiver. C'était une énigme qui rongeait leurs esprits, un facteur qui augmentait encore la panique et la démoralisation. L'arme ne faisait pas que tuer leurs hommes, elle écrasait aussi leur esprit, leur croyance en leur propre invincibilité. Chaque salve de Katyusha n'était pas seulement du feu et de l'explosion. C'était une déclaration que dans cet hiver russe, la nature et les Soviétiques jouaient un jeu différent, avec des règles que les Allemands ne comprenaient pas encore. Et le pire, ils n'avaient pas le temps d'apprendre. La sensation était d'être acculés, chassés par une force invisible et implacable. Mais qu'était cette force? Comment une arme soviétique pouvait-elle rire au nez du général Hiver, tandis que la machine de guerre la plus avancée du monde se transformait en ferraille gelée? La réponse n'était ni dans la sorcellerie, ni dans la technologie extraterrestre, mon cher. Elle résidait dans le génie de la simplicité, dans la capacité à penser en dehors des sentiers battus, ou plutôt en dehors de la glace qui paralysait tout. Alors que les ingénieurs allemands s'évertuaient à la complexité, à des mécanismes complexes qui exigeaient une lubrification constante et une précision chirurgicale, les soviétiques prenèrent le contre-pied. Ils créèrent une arme presque primitive dans sa conception, mais létalement efficace. Un véritable bijou de l'ingénierie de guérilla, si l'on peut dire. La clé de tout? La poudre solide. Contrairement aux projectiles d'artillerie allemands, qui dépendaient de systèmes complexes de poudre et de culasse, qui gelaient et s'enrayaient, les roquettes du Katyusha utilisaient un bloc de poudre solide pour leur lancement. C'était comme un gros pétard, mais avec une puissance de feu aux proportions apocalyptiques. Il n'y avait pas de liquides à geler, pas de valves ou de pistons à bloquer. L'allumage était simple, direct. Le feu, une fois allumé, propulsait la roquette avec une force brutale, indifférente au froid qui crevassait le monde environnant, capable de briser l'esprit le plus endurci. Et le système de lancement? Un chef-d'œuvre de la simplicité, une véritable leçon sur comment faire beaucoup avec peu. Point de mécanismes hydrauliques sophistiqués ou de systèmes de recul complexes qui étaient un cauchemar à entretenir en hiver. Le Katyusha était essentiellement un ensemble de rails métalliques montés à l'arrière d'un camion, généralement un ZIS-6, un véhicule robuste et facile à maintenir. Les roquettes étaient simplement insérées dans ces rails et tirées électriquement, ou même par un système de contact manuel, sans pièces mobiles susceptibles de geler, sans besoin d'huile spéciale qui se transformait en gélatine par 40 degrés en dessous de zéro. Cette chose fonctionnait. C'était un système robuste qui pouvait être opéré par n'importe quelle température, dans n'importe quelle condition, avec un entretien minimal. La simplicité n'était pas un défaut, c'était son armure, son invincibilité contre le froid, la réponse définitive à la question qui tourmentait les Allemands. C'était ça le génie soviétique, vous voyez? Ne pas chercher la perfection dans chaque détail, dans chaque vis, mais l'efficacité maximale dans l'adversité extrême. Alors que les Allemands se préoccupaient de la précision millimétrique et de la vitesse de rechargement d'un seul canon, les Soviétiques se concentraient sur la puissance de saturation, sur la capacité à déverser un déluge de feu sur l'ennemi, et, par-dessus tout, sur la fiabilité dans un environnement qui tuait les machines aussi facilement que les hommes. Ils comprirent que, dans l'hiver russe, l'arme la plus efficace n'était pas la plus avancée, mais celle qui fonctionnait tout simplement. Et quand cette simplicité géniale entrait en action, le spectacle était terrifiant, une vision qui hantait les cauchemars des soldats allemands. Imaginez la scène, l'obscurité de la nuit russe, coupée seulement par l'éclat pâle de la neige et des étoiles, et un silence qui semblait éternel. Soudain, un sifflement aigu, un chuintement qui déchire le silence comme une lame, grandissant en un rugissement assourdissant, un cœur de moteur qui semblait venir de l'enfer même. Des dizaines, parfois des centaines de roquettes Katyusha traversaient le ciel nocturne, comme des comètes de feu qui annonçaient l'apocalypse, laissant une traînée de fumée et de terreur qui se propageait dans l'air glacial.
C'était l'orchestre de Staline, commençant son concert macabre, une symphonie de destruction qui ne laissait aucun doute sur son objectif. Le son était indescriptible. Une cacophonie de moteurs de roquettes et d'explosions qui faisait trembler le sol et vibrer l'air d'une manière que l'on n'oubliait jamais. Ce n'était pas le son sec et ponctuel d'un canon qui pouvait être anticipé et contré. C'était une symphonie de destruction de masse continue, écrasante, qui semblait ne jamais finir. En quelques secondes, là où il y avait auparavant une formation ennemie, une tranchée bien défendue, un village avec des troupes allemandes, c'était désormais l'enfer sur terre. Des flammes léchèrent le ciel, peignant la neige en rouge et orange. Des éclats volaient dans toutes les directions, pulvérisant tout sur leur passage. Ils transformaient les arbres en allumettes et les hommes en de simples fragments. L'odeur de poudre brûlée et de chair roussie se mêlait à l'air glacial. Une odeur nauséabonde de la mort instantanée. Un rappel viscéral de la puissance dévastatrice de cette arme. La salve de Katyusha ne laissait aucune chance. Il n'y avait pas le temps de chercher un abri, de se cacher et de prier. C'était une pluie de fer et de feu qui tombait du ciel avec une fureur incontrôlable. Elle transformait les hommes en vapeur, les structures en poussière et l'espoir en cendres. L'efficacité était dévastatrice, mon camarade. Les formations ennemies étaient démantelées en quelques minutes. La discipline allemande, autrefois inébranlable, s'effondrait face à la terreur. Le moral des troupes, déjà en lambeaux à cause du froid, de la faim et de l'épuisement, était complètement anéanti. La panique se propageait comme un virus, plus rapide que n'importe quelle balle. De nombreux soldats, saisis par la terreur pure, abandonnaient simplement leur position, courant vers n'importe quel endroit qui semblait sûr. Même si c'était vers une mort certaine, en terrain découvert, ils préféraient le risque d'un tir à être incinérés par l'orchestre infernal. Le Katyusha n'était pas seulement une arme de destruction, c'était une arme psychologique, un symbole que l'Union soviétique n'était pas seulement en train de résister, mais de contre-attaquer avec une force que les Allemands ne pouvaient ni comprendre ni combattre. Sa capacité à opérer par n'importe quelle température, à lancer des salves massives et rapides, en fit une pièce décisive dans la défense soviétique pendant l'hiver. Il changea la donne une fois pour toutes. Là où les chars allemands s'arrêtaient, impuissants, les roquettes soviétiques volaient, impitoyables. Là où les canons ennemis se taisaient, l'orchestre de Staline rugissait de toute sa force, annonçant la contre-attaque. Cette arme simple, mais brutalement efficace, fut fondamentale pour freiner l'avancée allemande sur Moscou, pour rompre des encerclements qui semblaient insurmontables, pour donner un souffle vital aux troupes soviétiques épuisées qui voyaient dans le Katyusha non seulement un allié, mais un héros de la victoire. Le Katyusha ne causa pas seulement des pertes physiques, il démantela la croyance allemande en leur propre supériorité, plantant la graine du doute et de la peur qui, avec le général Hiver, ouvrit la voie au retrait allemand éventuel et au changement de cap de la Seconde Guerre mondiale. Ce sifflement terrifiant dans le froid de la nuit russe n'était pas seulement le bruit de roquettes, c'était le son de l'espoir soviétique, le cri de la résistance et le présage de la défaite allemande, un écho qui résonnerait sur les champs gelés pendant des années. Mais l'écho de cette nuit glacée, marquée par le hurlement des Katyushas, ne s'est pas dissipé avec la fin de l'hiver. Il s'est profondément enraciné dans l'âme des survivants, tant allemands que soviétiques. Il a laissé des cicatrices que le temps ne pourrait jamais effacer. Pour les soldats de la Wehrmacht qui, par miracle ou pur hasard, réussirent à échapper à l'étreinte mortelle du général Hiver et à la fureur de l'orchestre de Staline, le retour à la maison ne signifia pas la fin du tourment. Beaucoup revinrent avec les corps mutilés par le gel, sans doigts, sans pieds, certains sans jambes, des souvenirs douloureux de la bataille perdue contre le froid. Mais les blessures les plus profondes étaient invisibles, mon cher. Le traumatisme psychologique de cet enfer blanc, de l'impuissance face à la nature et de la terreur incontrôlable des roquettes, transforma des hommes autrefois fiers en ombre d'eux-mêmes. Ils portèrent le poids des camarades perdus, l'odeur de la mort gelée et le son sifflant des Katyushas dans leurs cauchemars. Beaucoup vécurent le reste de leur vie hantés par la mémoire de l'hiver russe, avec des frissons qui ne venaient pas du froid, mais de la peur qui refusait de partir. C'était comme si leur âme avait gelé en même temps que le paysage, et que la chaleur du foyer ne pouvait plus jamais faire fondre cette couche de glace. De l'autre côté de la tranchée, les Soviétiques, bien que vainqueurs, émergèrent épuisés d'une lutte qui semblait ne pas avoir de fin.
Le sacrifice fut immense. La perte de vie, incalculable. Ils avaient défendu leur patrie avec une résilience qui frôlait le surhumain, mais le coût fut très élevé. Les visages des soldats, autrefois jeunes et pleins de vie, affichaient désormais des marques profondes de privation et d'horreur. La victoire avait un goût amer, mêlé au deuil des millions de compatriotes perdus. Ceux qui survécurent portèrent la gloire de la résistance, mais aussi la mémoire d'une souffrance indicible, de batailles livrées dans des conditions inhumaines, où la ligne entre la vie et la mort était aussi ténue que la gelée matinale. Les prisonniers allemands, capturés au milieu de la neige et du désespoir, firent face à un destin cruel. Beaucoup succombèrent à la faim, aux maladies et, ironiquement, au même froid qui les avait paralysés, désormais en captivité. Leurs uniformes déchirés et leurs corps décharnés étaient un témoignage silencieux de l'arrogance qui les avait menés à cet abîme. Du côté soviétique, les blessés, qui encombraient les hôpitaux de campagne improvisés, luttaient non seulement contre leurs blessures, mais aussi contre le risque constant d'infection et la pénurie de fournitures médicales. Chaque amputation était un rappel saisissant de la brutalité du combat. Chaque cicatrice, une médaille non officielle de courage et de douleur. Et les civils? Ah, les civils! Ils furent les véritables héros anonymes, au milieu des ruines de villes comme Stalingrad et Leningrad, qui devinrent des symboles de la résistance. Ils commencèrent à reconstruire leur vie à partir de zéro, de leurs propres mains. Ils travaillaient sous un ciel qui portait encore l'odeur de la fumée et de la destruction. Enfants orphelins, femmes qui avaient perdu leurs maris et leurs enfants, personnes âgées qui avaient vu leur maison se transformer en poussière, tous se sont levés, brique par brique, pour ériger non seulement des bâtiments, mais l'espoir d'un avenir. Le paysage, autrefois couvert de décombres et de corps gelés, commença lentement à se transformer, renaissant de la neige et du sang. La vie, avec son obstination inhérente, trouva un chemin pour fleurir à nouveau, comme de petites graines germant dans un sol fertile après un hiver rigoureux. Cet hiver russe et la saga du Katyusha nous ont laissé des leçons qui résonnent encore aujourd'hui comme un puissant sermon de l'histoire. La première d'entre elles est l'importance vitale de l'adaptation à l'environnement de guerre. Les Allemands, avec leur doctrine rigide et leur foi inébranlable en la supériorité technologique, sous-estimèrent non seulement l'ennemi humain, mais l'ennemi le plus formidable de tous, la nature dans sa fureur la plus sauvage. Ils n'ont pas compris que dans certaines conditions, la simplicité et la robustesse l'emportent sur la complexité et le raffinement. Ce fut une erreur de calcul monumentale, une arrogance qui coûta des millions de vies et changea le cours de l'histoire. C'est comme le proverbe populaire. Ne sous-estimez pas le pouvoir du lièvre dans son garenne, mon ami. Il connaît le terrain comme personne. La deuxième leçon est la force de l'ingéniosité humaine sous pression. Alors que les nazis voyaient leurs machines s'arrêter, les soviétiques, avec moins de ressources, mais avec une créativité impressionnante, développèrent une arme qui s'insérait parfaitement dans les conditions adverses. Le Katyusha n'était pas un prodige de haute technologie. C'était une solution géniale, une réponse pragmatique à un problème existentiel. Il a montré que parfois, la meilleure arme est celle qui fonctionne quand toutes les autres échouent, celle qui est suffisamment résiliente pour supporter l'enfer et accomplir néanmoins sa mission. Ce fut la preuve que l'esprit humain, lorsqu'il est acculé, est capable d'exploits extraordinaires, de trouver des solutions là où il ne semble y avoir que du désespoir. L'impact de l'hiver et du Katyusha sur le cours de la Seconde Guerre mondiale fut immense, un véritable tournant. Le général Hiver ne fit pas que freiner la blitzkrieg allemande, il la paralysa complètement. Il donna un temps précieux aux soviétiques pour réorganiser leur défense et lancer des contre-attaques dévastatrices. Et le Katyusha, il devint le fer de lance de cette contre-offensive, une arme de terreur psychologique et de destruction massive qui démoralisa les troupes allemandes et ouvrit la voie aux victoires soviétiques. La stratégie militaire ne serait plus jamais la même. L'importance de la logistique, de l'adaptation climatique et de la polyvalence de l'armement furent des leçons durement apprises, écrites avec du sang et de la glace dans les steppes russes. Le legs du Katyusha, mon camarade, est bien plus que l'histoire d'une arme. Il devint un symbole, une légende. Pour les Russes, il est la personnification de la résistance soviétique, de la capacité à se battre et à gagner contre toutes les probabilités, à transformer l'adversité en force. Il représente l'innovation en temps de désespoir, la preuve que l'esprit humain peut prévaloir même dans les moments les plus sombres.
Partout en Russie et dans d'autres pays de l'ancien bloc soviétique, des mémoriaux et des musées conservent des exemplaires du Katyusha, célébrant son histoire et le rôle qu'il a joué dans la Grande Guerre patriotique. Des films et des documentaires, comme celui-ci, continuent de raconter la saga de cette arme légendaire, maintenant vivante la mémoire de son son sifflant et de son impact dévastateur. Des histoires de bravoure et de sacrifice, d'ingénieurs qui travaillèrent sans relâche et de soldats qui affrontèrent l'enfer, sont transmises de génération en génération, garantissant que le rugissement du Katyusha ne soit jamais oublié. Ce rugissement du Katyusha, qui fut autrefois le présage d'une terreur indicible pour les Allemands, résonne aujourd'hui à travers le temps, non seulement comme le bruit d'une arme, mais comme un témoignage de la capacité humaine à innover et à résister face aux adversités les plus extrêmes. Il nous rappelle que le génie ne réside pas toujours dans la complexité, mais souvent dans la simplicité robuste, dans la solution pragmatique qui défie la logique et l'emporte là où tout le reste échoue. Le Katyusha est devenu un symbole d'une époque, une preuve que l'esprit d'un peuple, lorsqu'il est acculé, peut donner naissance à des inventions qui changent le cours de l'histoire. Les cicatrices de cet hiver russe, marquées dans le corps et l'âme de millions de personnes, et l'héritage du Katyusha, gravé dans la mémoire collective, servent de rappel éternel des coups terribles de la guerre et de l'importance indéniable de l'adaptabilité. C'est une leçon amère, mais fondamentale, sur l'arrogance qui mène à la sous-estimation et la résilience qui naît de la nécessité. Que le son de l'orchestre de Staline, qui fit trembler les Allemands et permit aux Soviétiques de se battre avec un espoir renouvelé, continue de nous rappeler que, même dans le plus glacial des enfers, la flamme de l'innovation et de la résistance humaine peut refuser de s'éteindre. Si cette histoire vous a glacé le sang et attisé votre curiosité, laissez votre pouce bleu, partagez avec vos amis et abonnez-vous à la chaîne pour plus de récits épiques. Quel autre secret de guerre aimeriez-vous percer? Commentez ci-dessous et rejoignez notre voyage à travers l'histoire.